ceux qui meurent de faim, en général, sont les agriculteurs. Bonjour, c'est vrai, je voulais vous parler d'agriculteurs et d'agriculture parce qu'on n'en parle pas assez et en dépit du fait que, comme vous l'avez deviné, je ne suis pas complètement un agriculteur. Mais il se trouve que je m'intéresse depuis longtemps aux matières premières, que voyage beaucoup et qu'il y a une situation très hallucinante vis-à-vis de l'agriculture. Et je partirai sur 3 paradoxes. Le premier paradoxe, c'est que ceux qui souffrent le plus de la faim aujourd'hui sont ceux qui sont chargés de produire la nourriture. Ceux qui meurent de faim, en général, sont les agriculteurs, premièrement. Et ça, c'est quand même fascinant et terrifiant. Deuxièmement, en France, qui a un des terroirs parmi les plus riches du monde, c'est ceux qui ont les catégories sociales dont le revenu moyen dégringole le plus dramatiquement ces dernières années. Je vous rappelle que l'année dernière, dans des tas de filières, c'est moins 20, moins 30%. Moins 20, moins 30%. Imaginez une seconde ce que serait votre vie si vous aviez perdu moins 30% de revenus l'année dernière. Troisième paradoxe, alors que ce sont des gens quand même dont nous dépendons pour notre vie, ce sont ceux qui, de plus en plus, les agriculteurs, sont méprisés pour 2 raisons. Première raison, on dit qu'ils bouffent des subventions. Et deuxième raison, on dit qu'ils détruisent notre environnement. Donc, quand vous êtes agriculteur, aujourd'hui, vous n'osez pas trop le dire. Percepteur, ça va, agriculteur, non. Ça, franchement, pour moi, c'est très bien, les percepteurs. Moi, j'aime bien les impôts. Ça veut dire que je gagne bien ma vie et que je trouve ça utile. Mais agriculteur, le mépris dans lequel on les tient, pour moi, est insupportable. Donc, c'est pour ça, aujourd'hui, à l'école normale, je voulais, en fait, saluer les agriculteurs et poser quelques questions clés qui sont devant eux, c'est-à-dire devant nous. Nous avons 3 rendez-vous. Les 2 premiers nous concernent directement. En 2013, il y aura sans doute la fin de la politique agricole commune. Qu'est-ce que ça va donner pour l'agriculture française qui ne survit que à cause ou grâce de la politique agricole commune? Mais en même temps, en 2015, nous avons une directive européenne que la France va devoir accepter, c'est-à-dire le bon état des eaux. Et les 2 rendez-vous sont communs. 2013-2015, en même temps, il faut se demander comment on va produire plus en respectant mieux. Et enfin, vous savez bien qu'on va passer de 6 à 8,5 ou 9 milliards d'habitants. Comment on va pouvoir faire pour nourrir tous ces gens? Alors, pour répondre à ces questions, j'ai quelques pistes et encore plus d'interrogations. Puisque j'aime le chiffre 7, j'en ai retenu 7. Il y aura évidemment possibilité d'avoir des multiples de 7. Premièrement, si Ernest continue à tourner un peu plus longtemps qu'il est prévu. Alors, premièrement, réfléchissez une seconde. Si le prix seul, le prix du marché, est le seul composant du choix de la survie d'un agriculteur ou non, si le seul critère, c'est le prix du marché, à ce moment-là, c'est très clair. On aura dans le monde 6 ou 7 pays agricoles, dont le Brésil, dont l'Argentine, dont le Canada, dont la Nouvelle-Zélande, un peu moins maintenant parce qu'il y a tellement de chaleur l'Argentine. Tous les autres pays n'auront plus d'agriculteurs. Il y aura des bateaux qui transporteront le blé, le soja d'un bout à l'autre de la planète. Et tout le monde, ailleurs, sera dans les villes. Est-ce que c'est ce modèle-là que vous voulez? Si vous avez juste le critère du prix, c'est une sorte de caricature du monde libéral. Première réflexion. Deuxièmement, concernant les aides à l'agriculture, vous êtes pris en tenaille entre soit l'aide au prix, et à ce moment-là, pour que ceux qui sont dans les terres les plus difficiles à cultiver survivent,
vous avez des prix relativement importants qui leur permettent à ceux-là de survivre, et ça donne des rentes à ceux qui ont des terres beaucoup plus faciles. C'est ce qui se passe aujourd'hui dans l'agriculture, où on considère que l'agriculture est unique, et qu'on soit dans la Beauce ou dans des petites terres en milieu d'altitude, dans les monts d'Arrée en Bretagne, c'est pareil, c'est le même prix. Eh bien, ce n'est pas vrai. Comme il n'y a pas de fête de collège unique, il n'y a pas d'agriculture unique. Et en ce qui concerne l'aide à l'exploitation maintenant, l'autre système, si vous avez trop l'aide à l'exploitation, vous allez oublier que le producteur, que l'agriculteur n'est pas seulement un aménageur d'espace, un jardinier, mais aussi un producteur, et qu'on en a diablement besoin. Prix, aide, investissement. J'ai été fasciné de voir que dans à la fois les aides publiques au développement et dans les budgets nationaux des différents pays, notamment du tiers-monde, l'agriculture était une priorité très très basse, c'est-à-dire représentait, comme l'eau, comme par hasard, moins de 5% de l'aide publique au développement et moins de 5% des budgets nationaux. Et on s'étonne qu'il y ait des crises alimentaires, comme on s'étonne qu'il y ait des manques d'eau. Si vous remontez la priorité de l'agriculture et de l'eau, et je vais vous montrer à quel point c'est pareil, évidemment, vous éviterez des crises graves. Et enfin, la Banque mondiale, il y a 2 ans, s'est rappelé cette évidence que $1 investi dans l'agriculture, c'est le dollar le plus efficace pour réduire la pauvreté. Quatrièmement, il se trouve que je n'aime dans les voyages que ce qui me surprend. Si vous voyagez pour vérifier, autant rester chez vous, ça économisera du carbone. Ce que j'ai vu dans mon livre sur l'eau, c'est la question du sol. La crise globale n'est pas une crise globale de l'eau, c'est une crise globale du sol. Notre sol est fatigué, notre sol est pollué et surtout, notre sol est insuffisant. Évidemment, les villes se sont créées au milieu des terres les meilleures. Quand vous installez un magasin, je salue les gens d'IKEA qui sont en grève aujourd'hui, eh bien, IKEA, par exemple, c'est 20 hectares, par définition près d'un centre-ville, donc au milieu des meilleures terres. Donc, c'est 20 hectares qui sont retirés aux meilleures terres arables. Donc, on va être obligé de se déplacer dans des endroits de jachère où les terres sont moins bonnes, donc plus d'engrais, etc., etc. La question du sol est cruciale. Ce n'est pas un hasard si des tas de gens en Asie, où il y a un vrai déficit global de terre, achètent ailleurs, en Ukraine, à Madagascar ou d'autres régions d'Afrique, ou en Argentine. Cette question du sol est absolument centrale. Il y aura évidemment des sols artificiels, on verra. 5e point, la question de la science, rapport entre l'agriculture et la science. Alors, il faudrait évidemment 100 ans d'Ernest pour réfléchir à la question des OGM. Je voudrais juste poser 2 questions sur les OGM. Est-ce qu'on réussira à nourrir 9 milliards d'êtres humains sans avoir recours à la science et notamment aux OGM? Pour l'instant, de tout ce que j'ai pu apprendre, n'étant pas biologiste et pas scientifique, ce que j'ai entendu me fait répondre à la question, c'est non. Avec les connaissances actuelles d'aujourd'hui, le bio ne suffira pas. 2e question concernant ce rapport avec la science, doit-on continuer, comme on le fait en France, et je parle ici de l'école normale supérieure, doit-on continuer à interdire la recherche, entendez-moi bien, interdire la recherche, et il se trouve qu'à l'Académie, j'ai cet immense honneur d'être au siège de Pasteur, je dis non, et je trouve ça hallucinant que dans un pays comme la France, on interdise la recherche. 6e point, on parle des biocarburants. C'est une question importante. Il faut que vous sachiez rapidement qu'il y a plusieurs générations de biocarburants, que la première génération, c'est vrai, ça pouvait entrer en concurrence avec les végétaux qui permettent de se nourrir.
Dans la deuxième génération, c'est de moins en moins avec plutôt la biomasse, et dans la troisième avec les algues, ça sera beaucoup moins. Mais le plus important, c'est qu'il y a un triangle entre l'eau, l'énergie et l'agriculture. Si vous n'avez pas d'énergie, vous n'avez pas d'eau, parce que même si elle est juste en bas, vous ne pouvez pas la monter. Et si vous n'avez pas d'eau, vous n'avez pas l'agriculture. Et si vous n'avez pas d'énergie, vous n'avez pas d'agriculture non plus. Et regardez un peu ce qui va se passer. Je prends un seul exemple dans le Maghreb, où dans une vingtaine d'années, il y aura une population doublée, énormément rassemblée dans des villes, avec 20% de précipitations en moins. Comment est-ce qu'on va faire pour nourrir tous ces gens? Eh bien, il faudra régler en même temps la question de l'eau, de l'énergie et de l'agriculture. Enfin, la distribution. Vous avez un face-à-face incroyablement déséquilibré entre des gens, les agriculteurs, qui sont assignés à résidence, par définition, et de l'autre côté, des gens qui sont des agents même de la mondialisation, qui arbitrent sans arrêt des achats du moins cher. Ce déséquilibre-là, c'est le déséquilibre entre les producteurs et la grande distribution. Est-ce que vous imaginez que le domaine alimentaire dans lequel les distributeurs font le plus de marge en ce moment, c'est le bio? C'est-à-dire qu'ils sont en train de fusiller la possibilité d'étendre la dimension du bio dans la production de l'agriculture en réduisant encore les marges des agriculteurs qui font le plus d'efforts. Et nous avons dans ces questions de consommation une vraie schizophrénie qu'on comprend bien et que j'ai vue quand j'ai rencontré des gens du secteur textile qui m'ont dit il faudra bien qu'on fasse un jour le choix entre toujours chercher en tant que consommateur le produit le moins cher qu'on paiera avec ces subventions aux chômeurs, soit payer un petit peu plus cher avec son salaire. Alors, ce que je voulais vous dire en finissant, il n'y a pas d'agriculture sans agriculteurs. Ce n'est pas en écrasant la tête des agriculteurs, comme on le fait sans arrêt, qu'on va s'en tirer. Et ceux qui aiment la nature, dont je suis, je voudrais leur poser une question. Est-ce que vous pensez une seconde que la Terre et la France, sans agriculture, auraient une nature meilleure? Je vous remercie. Vive Ernest.